Bonjour à vous tous, professeur Parodi, docteur Córdoba, cher ami docteur Córdoba, chers collègues académiciens et invités internationaux, français et l'audience. Donc, en dehors de ce programme, mais vu que j'étais à l'ouverture et ensuite à la présentation des relations en neurologie entre la France et le Mexique, je voudrais vous parler très brièvement de quelques faits que j'ai déjà évoqués lors des visites des fonctionnaires français au Mexique et à l'Institut de cardiologie Ignacio Chávez du Mexique. Je tiens dans un premier temps de dire que le docteur Ignacio Chávez, dont le nom est porté par l'établissement que vous voyez ici, a été formé en France. Dans les fresques qui, malheureusement, je n'ai pas ici pour vous les présenter à nos invités français. Les fresques qui sont notre trésor éminent, qui ont été peints par Rivera sous la direction du maestro Chávez, le professeur grand peintre mexicain Rivera a illustré l'histoire de la cardiologie, et dans l'histoire de la cardiologie, il a mis précisément au centre des deux fresques le professeur Lobry et le professeur Vázquez, qui étaient les professeurs du professeur Ignacio Chávez. Donc la cardiologie mexicaine, je dois le dire, très biaisée peut-être puisque je suis le directeur de l'Institut de cardiologie et la principale institution consacrée à la cardiologie dans le pays en tant qu'institution d'enseignement de recherche et d'assistance médicale en cardiologie et un legs de la France. Cette relation s'est poursuivie, non précisément avec des accords, mais les nouvelles générations de médecins qui travaillent dans des différents domaines chirurgicaux, de cardiologie interventionnelle et clinique, arythmie, ont été formés aujourd'hui en France. De sorte qu'en dehors des différents accords, nous avons déjà un chemin bien tracé avec différents centres français. Je dois également dire que l'époque d'or de l'Institut de cardiologie, quand l'Europe était en guerre, l'Institut de cardiologie formé en 1944 et inauguré, a été le premier institut dans le monde en tant qu'établissement consacré à la recherche, la formation et l'assistance en cardiologie. Et nous avons eu là l'occasion d'avoir des boursiers français qui, dans le temps, ont été des présidents de la Société française de cardiologie. Un exemple, le docteur Pötsch, qui ensuite était président de la Société mondiale de cardiologie. Et le docteur Pötsch, parce qu'à l'époque, quand il a été formé à l'Institut de cardiologie au Mexique, en médecine expérimentale, il a fait le premier registre de l'AGIS, il l'a fait en France chez l'être humain. Ça a été le début de l'électrophysiologie universelle. Mais Jacques Pouel, président également de la Société française de cardiologie, a été formé par nous et diplômé était le médecin qui a mis un stent dans le monde à Montpellier. Diplômé de l'Institut de cardiologie. Ainsi, les relations ont toujours été extraordinairement fructueuses des deux sens. Donc, je vais vous parler des aspects spéciologie, l'impact de l'hypertension fondamentale, et je dois dire que je dois remercier profondément notre chevalier de la Légion d'honneur de France, qui nous a toujours invités à participer. Merci beaucoup.
de nous avoir permis de collaborer, Dr Barriguete, avec des stratégies de prévention et ce qui peut être fait par l'Institut et les relations avec Nutrinet et l'Institut de cardiologie. Rapidement, voilà, c'est une situation contradictoire, extraordinairement compliquée pour analyser, parce que les êtres humains, en particulier l'aspect scientifique et la cardiologie, ont fait des progrès notables pour diminuer la mortalité des maladies cardiovasculaires. Je n'ai pas le temps de m'arrêter, mais ces succès de la cardiologie universelle ont diminué la mortalité qui était de plus de 40% dans l'infarctus aigu du myocarde avec cardiopathie ischémique, en diminuant jusqu'à 10% seulement dans toute l'histoire de la cardiologie universelle. C'est ainsi que la première diapo montre un grand succès dans les soins et la recherche en matière de cardiologie. Mais, surprise, qu'est-ce que nous faisons, nous, les êtres humains? Si d'un côté, nous avons pu diminuer la mortalité de l'infarctus, qu'est-ce qui s'est passé? Et je pense au Mexique, et tout particulièrement, je suis en dette avec plusieurs transparents de Simon Barquera de l'Institut national de santé publique, les causes de mortalité, les risques de mortalité, comme vous le voyez, glucose élevé, index d'obésité ou de surpoids, indice de tour de taille, hypertension, tabagisme, consommation d'alcool, etc., inactivité physique, etc. Tout ce que vous voyez ici. Qu'est-ce qui se passe au Mexique et qui est très près d'autres pays latino-américains en ce qui concerne les maladies chroniques dégénératives? Quelque chose dit tout à fait illogique. Nous sommes dans la règle des moitiés et ceci est également l'hypertension. Les maladies diabétiques sont la moitié. La moitié reçoivent des traitements et parmi eux, la moitié seulement un traitement adéquat de cardiologie et parmi eux, la moitié seulement suit son traitement. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'obésité et le surpoids? Et de nouveau, le docteur Barquera nous montre qu'au Mexique, ces taux sont très élevés. De 99, de 34%, on passe à 71% dans la population mexicaine, ce qui est incroyable et inconcevable. Que d'un côté, on a diminué la mortalité du point de vue cardiaque et d'un autre côté, on est en train de tuer la population mexicaine avec l'obésité. La prévalence de l'hypertension artérielle, vous le voyez ici, ce sont des colonnes qui vous montrent que l'hypertension, et vous le verrez sur une autre diapo également, le docteur Barriguete et moi, nous sommes d'accord pour dire que nous devons mettre en œuvre des actions spécifiques sur l'hypertension artérielle en ce moment avec la contribution de la génialité du docteur Barriguete et l'Institut de cardiologie. Et c'est la même histoire. 30% de la population mexicaine dans son ensemble, 30% de la population souffre d'hypertension. Mais à l'âge de 60 ou 70 ans, c'est des chiffres impardonnables. Et c'est la même histoire. C'est les mêmes règles de la moitié, la même chose que pour la diabète mellitus. La moitié sont hypertendus, la moitié de ceux qui hypertendus n'ont pas de traitement et la moitié n'ont pas de traitement complet et l'autre moitié ne suit pas ce traitement.
Donc, il reste beaucoup de pain sur la planche. Que se passe-t-il avec l'hypertension artérielle? Elle augmente les risques d'accidents vasculaires et cérébraux de 10 unités. Elle augmente de 5 unités les possibilités d'infarctus aigu quand le patient est hypertendu et augmente 3 fois la possibilité d'insuffisance cardiaque, qui est le problème de notre temps également, de notre époque. Comme Institut national de cardiologie, nous avons un travail quinquennal et nous sommes conscients du travail national du gouvernement fédéral, du plan national de développement et du programme sectoriel. Comment nous contribuons à ces paramètres, comme vous voyez en brun, innovation scientifique et surtout prévention et promotion de la santé pour essayer d'arriver ensuite à l'accès universel de santé. Un exemple, nous l'avons dans ce protocole qui est réalisé actuellement à l'Institut de cardiologie à Tlalpan, où se trouve l'institution. Nous avons divisé une zone qui comprend ces avenues de Tlalpan et maison par maison, grâce à la collaboration du ministère de la Santé du district fédéral, on a mené des enquêtes auprès de la population qui se trouve là. Nous avons un suivi avec plus de 180 participants. Ce qu'on fait, on mesure le poids, le cholestérol, bref, tous des facteurs qui ont des facteurs de risque cardiologique. Mais nous allons l'établir dans un programme qu'on a signalé ici et qui a été adopté de France par le docteur Bariguet et de Nutrinet Santé. Nous avons donc une population captive que nous analysons et les facteurs de risque pour savoir combien souffrent d'hypertension. L'institution est en collaboration avec l'UNAM, l'Université autonome du Mexique. Et ce que vous avez ici, c'est un centre de prévention. Nous travaillons de façon très active avec l'Université nationale, précisément pour étudier ces facteurs de maladies chroniques dégénératives. Nutrinet. Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons adopté dans notre institution. Comment? Tout d'abord, en passant les questionnaires aux médecins, tout d'abord aux médecins, puis au personnel de l'Institut, pour ensuite le communiquer à la population à Tlalpan 2010. Il est important de signaler que nous sommes très reconnaissants de la collaboration avec la France, tout particulièrement avec le docteur Bariguet. Merci infiniment de votre appui.